Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans 100%, avec aujourd'hui au programme la critique de Ultra Street Fighter 4, Money Shot, et dans la Minute du Geek, on en saura un petit peu plus sur 2080. Et ça, c'est après l'actu. Alors non, c'est pas les news, ça va être le compte-rendu du Digital Event de Nintendo en fait, mais pas tout de suite parce que là je l'ai pas fini, ce sera plutôt à 20h en fait, faut me laisser le temps de finir parce qu'il y a plein de trucs à dire sur Zelda, Splatoon, Smash Bros, parce que les mecs à LA, pour se dorer la pilule, là il y a du monde dès qu'il s'agit d'écrire les news, il y a plus personne. Bref, 20h tout à l'heure, Digital Event Nintendo, plus tard sur Noco pour ceux qui veulent. Voilà enfin la nouvelle version du jeu de baston le plus joué au monde, avec 5 personnages inédits, un rééquilibrage général du gameplay et de nouveaux systèmes de jeu, dont le Ultra Combo Double, le Red Focus. En même temps, celui-là, il existe déjà. Parce que moi, je connais un gars, il faisait le couillon en combinaison rouge, là, dans France 5, Red Fromage. Il est devenu président de chaîne, et de temps en temps, on se retrouve à la bande d'arcade. Alors il est là, il te dit « Oh Benoît, tu veux venir faire une petite partie ? Je te préviens, je connais pas trop les boutons, je suis pas très fort. » Donc là, toi, tu t'assois, et puis pif, paf, poum, crac, il te met un perfect. Comme quoi, ça existait déjà, le Red Focus. Arrivé en 2009, alors que le jeu de combat 2D tirait bien la langue, Street Fighter 4 devait tout changer. Il devait réhabiliter la baston, la sortir des limbes et en refaire ce genre à la fois populaire et compétitif qu'elle avait été quelques années plus tôt. Il devait porter les ambitions de Capcom, mais aussi les rêves des SNK, Arc System Works, Sega et autres Namco, qui n'attendaient qu'un signal pour s'engouffrer dans la brèche miraculeusement rouverte. Et il l'a fait, c'est indéniable. Sans Street Fighter 4, il y a fort à parier que nous n'aurions pas eu tous ces King of Fighter 13, ces Persona 4 Ultimate, ces Blaze Blue, ces Virtua Fighter 5 Final Showdown ou ces Skullgirls. Pas en Europe en tout cas, et pas en même temps que de nouvelles salles d'arcade ouvraient à Paris, Bordeaux ou Montpellier, des années après l'effondrement du secteur. Et c'est beau quelque part, mais c'est moche aussi en fait. Parce que, comme souvent dans ce genre de cas, la renaissance d'un jeu de combat a pris la forme d'une bulle qui n'aura pas tardé à éclater. Tous ces King of Fighters 13, ces Blaze Blue et toutes leurs déclinaisons faites de Chrono Phantasma, de Ultimax et de Encore ou de Ultimate n'ont pas tardé à saturer un marché duquel seule une poignée d'élus arrive encore à s'extirper péniblement. Ainsi, cette explosion n'a profité à personne plus qu'à Street Fighter 4, qui s'est lui-même épuisé au fil des différentes versions Super, Arcade Edition et autres versions 2012, chacune moins vendue que la précédente. Alors quand vient Ultra Street Fighter 4, qui déjà par son nom assez sobre à l'échelle de l'add-on revendique une volonté d'unification, c'est toute la baston qu'il regarde. Qui le regarde et qui est forcément heureuse de voir revenir celui dont le moindre geste est capable de faire rebondir tout un genre, même si c'est de moins en moins et même si c'est peut-être pour la dernière fois. Une nouvelle version de Street Fighter 4, quel que soit son contenu, c'est en tous les cas une remise à plat de l'écosystème créé dans et autour du jeu. Pour le joueur lambda, elle signifie un nouveau départ en termes de points de combat ou de personnages durement gagnés en ligne dans les précédentes itérations du jeu. Pour le joueur plus confirmé, elle implique également, par son nouvel équilibrage et ses éventuels personnages inédits, une refonte plus ou moins violente du rapport de force entre tous les combattants. Cette fameuse tier list, façonnée en grande partie par les résultats constatés lors des différents tournois organisés dans le monde entier. Cette tier list qui peut déterminer le choix d'un personnage avant le combat ou expliquer une défaite un peu sèche après le combat. En l'occurrence, les personnages inédits sont ici au nombre de 5, si tant est qu'on puisse vraiment les considérer comme inédits, puisque 4 d'entre eux, Rolento, Poison, Yugo et Elena, sont directement tirés de Street Fighter Cross Tekken, tandis que Decapre est une réutilisation à peine maquillée du modèle de Camille. Plus qu'une grande paresse de la part de Capcom, Ultra Street Fighter 4 accuse ici le marché en déclin qui ne permet déjà plus d'assumer les coûts énormes que génère la conception de n'importe quel personnage entièrement original. Il y a 4 ans, la version Super n'avait déjà pas pu se remettre de 2 vrais nouveaux personnages, Akane et Tsuri, accompagnés à l'époque par 8 combattants issus de précédents jeux de la série.
Mais le problème que pose Ultra n'est pas vraiment celui des nombres. 5 nouveaux personnages, même si on les a déjà vus ailleurs, même s'il s'agit de clones mal déguisés, ça peut largement suffire. Non, le problème d'Ultra tient plus de l'empressement manifeste avec lequel ces personnages ont été intégrés au cast déjà bien fourni du jeu. Tirés d'un autre jeu doté de son propre système et son propre univers, les 4 rescapés de Street Cross Tekken dénotent clairement du reste. Visuellement déjà, que ce soit en termes de couleurs, d'animation ou de taille. Mais en matière de jeu surtout, ce qui est tout de suite beaucoup plus gênant. Les hitbox complètement aberrantes, l'absence totale de coups dédiés aux sauts verticaux ou de mode défi, l'équilibrage parfois très étrange, tout cela laisse une très mauvaise impression de bâclé, derrière laquelle semble déjà se dessiner un nouvel équilibrage général qui pourrait intervenir dès la sortie du jeu sur PC ou peut-être un peu plus tard. Et c'est un peu rageant de se dire que l'on est sûrement en train de jouer à une version temporaire et très bientôt obsolète. Restent tout de même les nouveaux systèmes de Red Focus, d'Ultra Combo Double ou de relevés retardés qui, eux, ne devraient pas bouger, pour le meilleur comme pour le pire. La pertinence de ces ajouts ayant tout lieu d'être encore sujette à débat, parce que ces systèmes apparaissent bien plus comme des bouts de scotch collés sur un équilibrage général que comme de vraies nouvelles fonctionnalités. L'Ultra Combo Double, par exemple, permet d'embarquer les 2 ultras en début de match, au lieu de devoir en choisir une seule, comme c'était le cas jusqu'ici. Dans l'idée, cela doit permettre à certains personnages de rester menaçants face à plus de situations et d'adversaires différents. Et on peut effectivement le vérifier, notamment sur une Makoto ou un Zangief, dont les 2 ultras sont tout à fait complémentaires. Seulement, la grosse perte de dégâts entraînée par l'adoption de cette fonctionnalité la rend finalement assez peu menaçante, quand elle ne s'avère tout simplement pas inutile pour la plupart du cast. La relevée retardée de son côté a pour but assumé de perturber les mécaniques de Vortex ou d'imbloquable extrêmement efficaces dans les précédentes versions du jeu. Par Vortex, on entend dans le jeu de combat une situation qui force un joueur à terre à choisir la défense correcte parmi plusieurs possibilités, de manière souvent répétée, puisqu'en cas de mauvais choix, son adversaire place généralement un combo qui réinstalle la même situation. Un petit jeu auquel des personnages comme Gouki ou Camille se sont avérés redoutables. Et donc, cette relevée retardée doit venir altérer les timings d'attaque, souvent très stricts, que ces personnages doivent impérativement respecter pour installer leur vortex, en permettant à un joueur à terre de se relever un peu plus tard que prévu, en pressant 2 touches au moment de la chute. Ce faisant, Capcom décide de ne pas corriger les setups abusifs, qui mènent parfois à des attaques tout simplement imbloquables, mais plutôt d'offrir aux défenseurs un moyen peu fiable de s'en protéger. Car si cette relevée retardée pourra éventuellement perturber l'attaquant lors de ses premiers matchs sur la version Ultra, il ne fait aucun doute que de nouveaux setups seront très vite trouvés pour la rendre totalement triviale. Et ce d'autant plus efficacement que l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité est explicitée par une mention à l'écran. Reste alors la Red Focus, qui reprend le principe de la Focus Attack datant du premier Street Fighter 4. Sa particularité la plus visible est double. Elle permet d'un côté d'absorber n'importe quel nombre de coups, mais coûte une demi-barre de super à l'utilisation. Mais la Red Focus est également capable d'absorber ses coups sur une durée plus longue que la Focus Attack normale, et peut aussi mettre un adversaire à genoux plus tôt. Ce dernier point permet d'annuler certaines attaques par une Red Focus pour obtenir un combo garanti derrière, ce qui coûtera néanmoins 3/4 de super au lieu de 2. Et tout cela est donc très compliqué, sûrement beaucoup trop pour un éventuel nouveau public auquel Capcom ne croit manifestement pas vraiment pour cette version Ultra. Si ça avait été le cas, elle se serait certainement distinguée par des concepts un peu moins poussés ou obscurs, comme ça avait été le cas du temps de Super Street Fighter 4. Un constat qui se vérifie également dans les nouvelles fonctionnalités du mode training, qui peut maintenant servir de salle d'attente aux défis online ou bien carrément être utilisé à 2 joueurs en ligne. Dans l'Edition Select également, qui permet d'utiliser en local un personnage dans n'importe laquelle des différentes versions que les équilibrages successifs lui ont offertes. C'est très plaisant pour l'initié, mais ça ne change très certainement pas grand-chose pour tous les autres. Et donc, Ultra Street Fighter 4 porte tous les stigmates du jeu de combat 2D, qui après son nouveau boom de 2008 est déjà contraint de se replier sur lui-même pour survivre. Un genre qui n'est plus certain de pouvoir amortir ses propres coûts de production et doit donc avoir recours à un flot sans fin de versions Director's Cut en lieu et place de véritables nouveaux titres. Et si ces versions assurent généralement un regain d'intérêt, même minime, pour le jeu dont elles sont tirées, elles ont également leurs limites. Ainsi, Ultra Street Fighter 4 est bénéfique, ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'un nouveau Street Fighter 4 pour tous ces joueurs assidus, qui découvriront de nouveaux personnages et une nouvelle manière de jouer des anciens. Il suffit de pratiquer le jeu en ligne pour constater le nouvel afflux de joueurs confirmés, dont la remise à zéro des points de combat cache très mal les nombreuses heures passées sur les précédentes itérations.
Et c'est plaisant, évidemment, tant que ça dure, car Ultra Street Fighter 4 est également déprimant. Déprimant par son aspect complètement fauché, traduit par ses nouveaux personnages recyclés, le peu de soin qui a été apporté à leur intégration, et par l'impression de précipitation qui se dégage de ses choix d'équilibrage général. Et déprimant surtout parce qu'il porte en lui tous les signes du nouveau déclin de la baston. Si Street Fighter 4 fut le héros du retour du genre, Ultra est le parfait prophète de sa chute. Et pendant qu'on joue à cette probable dernière grosse version assez décevante de leurs plus grands représentants, les nouvelles années baston s'éteignent en même temps que ferment les salles d'arcade ouvertes en 2009. Voilà, bon, suite à une gentille proposition de la direction de la chaîne, je viens devant vous faire un petit erratum concernant des choses que j'aurais peut-être éventuellement pu dire dans le plateau précédent. J'aurais notamment accusé un très célèbre et très aimé, très admiré directeur de chaîne d'avoir commis quelques manquements à l'éthique dans la pratique du jeu vidéo. Et je voudrais m'en excuser, en fait, tout a été inventé, c'est pure imagination de ma part, c'était pour faire un lancement pour le jeu Ultra Street Fighter 4, c'était pour qu'on me regarde, pour qu'on m'aime, pour qu'on s'occupe de moi. C'est un petit peu mon syndrome de Munchausen. Et si je vous dis Munchausen, vous allez me répondre Terry Gilliam, et à ce moment-là, moi je vous dis Zero Theorem dans Money Shot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, l'action sera au rendez-vous avec Lucy et Kingsman Service Secret. Il y a bien des années, Luc Besson avait annoncé qu'il prendrait sa retraite de réalisateur après son 10e long métrage. Et ce 10e film était Arthur et les Minimoys. Pourtant, il a continué sa carrière de metteur en scène en enchaînant avec les 2 suites d'Arthur. On peut comprendre qu'il ne veuille pas prendre sa retraite avant d'achever sa saga. Cependant, il ne s'est pas arrêté pour autant, puisqu'il a depuis réalisé Adèle Blanc-Sec, The Lady, ainsi que Malavita. Et il continuera cet été avec Lucy. Écrit par ses soins, Lucy raconte l'histoire de Lucy, logique vu le titre du film. Une jeune fille vivant à Taipei, capturée par des trafiquants de drogue. Il l'oblige à faire la mule en lui insérant un sac contenant une drogue expérimentale dans l'estomac. Mais suite à un choc au ventre, elle absorbe accidentellement la drogue qui commence à lui faire décupler ses facultés cognitives. Ainsi, elle accède peu à peu aux fameux 90% des fonctions cérébrales inutilisées par le commun des mortels. Avec ses nouvelles capacités, elle va se venger de ses tortionnaires. Au cast, on retrouvera Scarlett Johansson, Morgan Freeman, ainsi que Choi Min-sik, ressemblant fortement à Gary Oldman dans Léon. Soyons clairs, Lucy a l'air con comme la lune. D'après la bande-annonce, il semblerait qu'utiliser l'ensemble de ses facultés cérébrales donne la capacité de faire des arts martiaux et de développer des super-pouvoirs. Ok. De plus, Besson a l'air dorénavant de réaliser des films dans le style des productions Besson, contrairement à ses précédents longs, qui avaient au moins un certain standing en matière de production design et de mise en scène. Quitte à être bébête, espérons que le film soit au moins fun et divertissant. On attend de voir, mais en restant tout de même méfiant jusqu'au 6 août 2014, date de sortie de Lucy. What happened? What did you do to my stomach? What's going on? You've merely slipped a little package into your lower tummy, and you're going to transport something very special to us. English? No. You speak English? Yes. Take me to the hospital now. Hospital. Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking. It is estimated most human beings only use 10% of their brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you.
I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. Si Matthew Vaughn s'est détaché de X-Men Days of Future Past, ce ne fut pas pour se la couler douce. Après Stardust, Kick-Ass et X-Men First Class, Vaughn reste dans l'univers du comic book avec Kingsman, Service Secret. Ce nouveau film est l'adaptation du comics The Secret Service, écrit par Mac Millar, l'auteur de Kick-Ass, et dessiné par Dave Gibbons, le dessinateur de Watchmen. On y suit Harry Hart, un agent d'un service secret indépendant britannique. En même temps qu'il lutte pour la sécurité mondiale, celui-ci recrute et entraîne de futurs agents secrets. Mais un jour, il va prendre sous son aile son neveu, un jeune homme brillant aux aptitudes exceptionnelles qui a sombré dans la petite délinquance. Au cast, on retrouvera Colin Firth, l'inconnu Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Michael Caine, Mark Strong ainsi que Mark Hamill. Vu la qualité des dernières réalisations de Matthew Vaughn, on est assez impatient de découvrir ce Kingsman, Service Secret. D'autant plus que la première bande-annonce est plutôt amusante, avec cet étrange mélange de scènes d'action spectaculaires, de gadgets high-tech farfelus, le tout saupoudré d'une flegme typiquement british. Dit comme cela, le film a tout l'air d'être un ersatz de James Bond. Et pourtant, il se dégage de ce trailer une atmosphère singulière et rafraîchissante. Mais il faudra être patient, car Kingsman, Service Secret ne sortira que le 26 novembre 2014. Huge IQ, great performance at school, but you gave up. Drugs, petty crime, you never had a job. It set you on a certain path, but you needn't stay on it. Who are you? The man who got you released? I've never met a tailor before, but I know you ain't one. Come with me. What do you see? I see a young man with potential. Pull the hook on your left. Oh, yes. Very nice. What does this do? Electrocute you? Don't be ridiculous. It's a hand grenade. Shut up. That is sick. We are an independent international intelligence agency operating at the highest level of discretion. The Kingsman agents are the new knights. You are about to embark on the most dangerous job interview in the world. Felt sorry for the boy, did you? He will find this humiliating. He's as much Kingsman material as any of them. We're here to enhance your skills. Test you to the limit. To solve problems under pressure. Like what to do when one of your group has no parachute. Interested? Manners maketh man. I have trouble understanding you people sometimes. You all talk so funny. And what about him? What makes him so special? Put it back. The path to building superintelligence requires us to unlock the most fundamental secrets of the universe. Pour finir, voici une bande-annonce de Transcendance, pour rappeler que le film de Walid Pfister sortira dans 2 semaines. Et plus le film se dévoile, plus notre méfiance et le mauvais pressentiment que nous avions ressenti au moment de la vision du premier trailer s'accentuent. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma.
will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world. Professor? What did you do? Take out the cores. Revolutionary independence from technology, RIFT. They hit AI labs all over the country. They're determined to stop any attempt at what you call transcendence. We're looking at 5 weeks before his system shuts down. When I'm gone, keep moving forward. I won't let you go. We can upload his consciousness. We can save him. Not like this. If we missed anything, how will you know who you're dealing with? Oh my God. It's like my mind has been set free. I'm gonna need to expand. I need more power. Get me online. This is going well. Shut it down. Shut it down! It's him! Where are you going? Everywhere. Your friends, they don't know the danger. If she connects to the internet, the first thing it'll do is copy itself. And then there is no taking it down. The real will die. Whatever it is, it's building an army out there. What is this? It's evolution. This isn't evolution. It's an abomination. What the hell's happening? I'm able to fix them. This has gone too far, Will. Stop it! I don't understand. This is the future. This is not our future. Evelyn! You're not here with me. You've changed. Have you fallen out of love with me? No. Have you? If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it. Dans la Minute du Geek, Pascaline va nous parler de 2000 AD, une revue de bande dessinée britannique. Moi je la connais la vérité sur l'histoire. En fait, c'est une revue qui est née en Suisse, dans un petit village des Alpes. Et elle était créée par 2000 petites filles qui dessinaient, qui faisaient les scénarios et tout. Avec leur grand-père, elles habitaient, et elles triaient des chèvres, elles faisaient des fromages, et c'était magnifique. Et c'est pour ça d'ailleurs que la revue s'appelait 2000 AD. Mais ça, Pascaline, elle vous dira jamais. À partir de la deuxième moitié des années 80, le comics américain connaît une véritable cure de jouvence avec l'arrivée massive de scénaristes et de dessinateurs britanniques. Ils donneront un second souffle aux super-héros alors en perte de vitesse. Des noms comme Alan Moore, Dave Gibbons, Alan Grant, Brian Bolland, Kevin O'Neill, ou, dans un deuxième temps, Grant Morrison, Mark Millar et Warren Ellis sont devenus légendaires pour les fans de comics. Tous ces créateurs ont fait leurs premières armes dans une revue de bande dessinée britannique, 2000 AD. 2000 AD voit le jour en 1977, sous l'impulsion de celui qui est souvent surnommé le parrain de la BD britannique, Pat Mills. Mills travaille dans la BD depuis le début des années 70. Il a également déjà fondé plusieurs revues hebdomadaires pour la maison d'édition International Publishing Corporation, notamment Battle Picture Weekly, dédiée aux histoires se déroulant pendant la Deuxième Guerre mondiale, et surtout Action, une publication controversée en raison de sa grande violence graphique. À la fin de l'année 1975, Kelvin Gosnell, un scénariste et éditeur chez IPC, prend conscience que de nombreux films de science-fiction sont en cours de réalisation à Hollywood, en particulier un certain Star Wars. Il pressent alors que la science-fiction sera un genre porteur pour la BD dans les années à venir. Une fois l'idée approuvée par ses supérieurs, Gosnell s'associe à Pat Mills pour concevoir un magazine de BD de science-fiction. Pat Mills, de son côté, recrute un autre scénariste, John Wagner, pour l'épauler. Mills a également découvert Métal Hurlant, la revue lancée en France quelques mois plus tôt par les Humanoïdes Associés. Il est séduit par l'inventivité visuelle de Moebius et Dorier et imagine qu'il peut apporter une touche typiquement britannique en développant l'aspect satirique et caustique des histoires. Les fondations du magazine, qui prendra bientôt le nom de 2000 AD, sont posées. Les premières séries publiées dans 2000 AD rencontreront plus ou moins de succès. Citons par exemple Harlem Heroes, une série sportive inspirée du film Rollerball, McQuan, un agent secret cyborg, ou encore Flesh, les aventures d'une bande de voyageurs temporels chassant le dinosaure à la préhistoire.
D'autres sagas verront le jour dans les années qui suivront. Strontium Dog, Rock Trooper, ABC Warriors, Future Shock ou encore Slain, une série de dark fantasy violente inspirée de la mythologie celtique. L'une des particularités de 2000 AD est la présence d'un rédacteur en chef fictif, appelé The Mighty Sorg, un extraterrestre à la peau verte qui devient la mascotte du journal et aura également ses propres aventures. Mais c'est surtout Judge Dredd, qui fait régner la loi dans un futur dystopien et post-apocalyptique, qui devient rapidement le personnage emblématique de 2000 AD, doublé d'une satire mordante du fascisme inhérent à la notion de super-héros. 2000 AD est toujours publié aujourd'hui et appartient désormais à l'éditeur de jeux vidéo Rebellion. Si de nombreux piliers du magazine continuent d'y contribuer, notamment Wagner et Mills, 2000 AD remplit toujours son rôle de découvreur des nouveaux talents de la BD britannique. Ah là là mes geekettes, ah là là mes geeks. La question que je me pose alors que nous arrivons au terme de 100%, c'est comment vais-je pouvoir vous faire des bisous après toute cette débauche? Mais bien évidemment, de la manière la plus simple et la plus naturelle qui soit, avec mes mains et avec ma bouche. Des gros bisous. Des gros bisous.して